they've scored! I do not believe what I've just seen! Bonsoir et bienvenue dans le 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve ce lundi 21 mars, premier jour de printemps de cette année 2022, sur une nouvelle disposition avec un nouveau logiciel. Donc on espère que ça va fonctionner correctement, comme d'habitude bien entendu, hein. Petit problème technique, vous connaissez dans le 93e depuis quelques semaines. Normalement, on a fait des tests, tout devrait bien se passer. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment ça se passe. Équipe complète ce soir, évidemment, avec un nouveau format que Mehdi va vous présenter, bien entendu. Mais avant cela, on va lui demander comment il va. Mehdi, comment vas-tu ce soir? Non, c'est une blague, excusez-moi. Bonsoir, comment allez-vous? Eh ben non, ça fonctionne, vous m'entendez? Eh oui, joie du direct. Merci à Chris. Merci à Chris qui s'est creusé la tête toute la semaine pour qu'on réussisse à faire ce live. Donc, ouais, non, je suis super content de vous retrouver ce soir. Et en l'occurrence, ce soir, on commence un nouveau chapitre, un petit chapitre dans l'histoire de la 93e. En fait, on va changer un petit peu notre concept. On adore tous nos championnats, on adore parler de football, mais on s'est dit que c'était plus cool peut-être qu'on aborde 2 sujets ou 3 sujets ou un sujet, ça dépendra de l'épaisseur de ce dit sujet. Alors bien sûr, sur n'importe quel thème du football européen. Et donc ce soir, on va aborder 2 sujets tous ensemble et on a hâte d'entendre un petit peu vos avis, de répondre à vos questions, mais aussi de vous donner notre avis. Donc voilà un petit peu un nouveau chapitre dans l'histoire de la 93e. N'hésitez pas ensuite sur les réseaux ou même en direct à nous dire ce que vous pensez du nouveau concept. Merci, Voilà. Mehdi, très content. Merci d'avoir présenté ce nouveau format pour la 93e. On est bien entendu avec Ludo ce soir. Ludo en direct de Genève. Ludo, comment vas-tu? Salut à tous, écoutez, ça va très bien. Je me réjouis d'aborder de nouveaux thèmes ce soir et de laisser un peu de côté les championnats parce que je trouve qu'on ne s'engueulait pas C'est assez vrai. depuis un petit moment et j'espère que ça va pouvoir créer de nouvelles polémiques. Parfait. Merci encore une fois d'être présent dans la 93e. Et enfin, notre recrue du mercato hivernal en direct de Zagreb, Kevin. Kevin, comment vas-tu? Dobra večer, ça va très 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 bien. En forme olympique Ah, aujourd'hui. et c'est le cas de le dire. L'hommage à Ah. l'OM quand même qui est le dauphin du Paris Saint-Germain. J'espère que vous allez un peu booster le PSG parce que là ça va plus. C'est un peu compromis, mais en tout cas, effectivement, très belle victoire hier. J'ai plus beaucoup de voix, donc je vais éviter de crier. Mais très belle victoire, très beau match de l'Olympique de Marseille. Dauphin, seul dauphin du Paris Saint-Germain, bien entendu. N'hésitez pas dans les commentaires. J'ai un retour. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir afficher, en tout cas pour le moment, les commentaires comme on le faisait auparavant. Mais dites-nous si tout va bien, si vous nous entendez bien, si tout va bien, si la qualité est optimale. À noter un petit et un léger décalage audio-vidéo avec Mehdi. Donc ne vous focalisez pas dessus, bien entendu, maintenant que je le dis, tout le monde va le faire. Mais voilà, normalement tout va bien, vous devriez entendre tout le monde, et ça c'est très très bien. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement. On va passer entre 1 heure et 1 heure et demie ensemble, avec vous dans les commentaires, bien entendu. Pour les 2 sujets, Mehdi, comme tu le disais. Et sachez que vous pourrez retrouver l'épisode de ce soir sur YouTube juste après l'émission, peut-être un peu plus tard maintenant, et sur toutes les plateformes de streaming audio, bien entendu. Merci à tous les follow qui se sont faits pendant qu'on n'était pas là, pendant qu'on était ailleurs. Et je tiens aussi à remercier le Phocéen et Romain Canuti. J'ai eu l'opportunité de faire une émission avec lui, l'OM au café, vendredi. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis grâce à ça. Si vous souhaitez partager, liker ou autre, ça nous fait énormément plaisir et ça nous donne du soutien. Donc merci à tous. Messieurs, est-ce que ce serait pas l'heure de commencer finalement ce nouveau format? Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement
avec le premier sujet qui sera lancé par Kevin. Kevin souhaite nous parler du Paris Saint-Germain et on va débattre autour de ça. Kevin, je te laisse la main. Bonsoir à tous. Du coup, ma question sur le Paris Saint-Germain, après avoir vu la prestation d'hier, c'est qui a kidnappé l'équipe du Paris Saint-Germain? Dans cette question, on a plusieurs éléments assez importants. La notion de kidnapping et de contrôle. On a la question d'équipe. Est-ce que le PSG est une équipe aujourd'hui? Je vais laisser la parole à mon cher Mehdi parce que je pense qu'il trépigne d'impatience. Exactement. Alors, juste, je le rappelle, le Paris Saint-Germain éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, joué ce week-end, dimanche à 13h au Stade Louis II à Monaco, et s'est incliné. Est-ce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain a réellement joué ou pas? Telle est la question, effectivement, qui a kidnappé l'équipe du Paris Saint-Germain. Mehdi, à ton avis? Depuis le début de la saison, très honnêtement, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand je regardais les résumés des matchs de Ligue 1, à la fin du match, et quand je regardais le classement, c'est-à-dire à un moment, il y a eu plus 15, c'est ça, Kevin, c'est ça. dans le championnat. Très honnêtement, ce que je voyais sur le terrain et le résultat ne matchait absolument pas. C'est-à-dire, il n'y avait jamais un match qui était maîtrisé, quasi. Il y a eu très très peu de matchs, très très peu de bons matchs, à vrai dire. Tous les matchs étaient à l'arrache.com, c'était que du 1 contre 1, et, enfin c'était des différences individuelles plus exactement, et en particulier de Kylian Mbappé. Honnêtement, c'était quand même assez rarement quelqu'un d'autre, déjà parce que Messi n'a pas joué toute la première moitié de saison. Ensuite, Neymar a été blessé à peu près du mois de novembre au mois de février, c'est ça ouais, à peu près début décembre à février. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait quasi que Kylian Mbappé qui tenait cette équipe. Et c'est vrai que tout semblait tenir sur une espèce d'aura de cette équipe parce qu'il y avait les 3 stars et que tout le monde était un petit peu impressionné. Et on a l'impression, en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai eu comme impression. J'ai eu l'impression que, en fait, cette espèce de. Finalement, c'est 20 minutes, c'est pas énorme dans une saison. C'est 20 minutes d'absence totale footballistique a fait tomber de son piédestal le Paris Saint-Germain. Et depuis, pas toutes les équipes, mais je pense que beaucoup d'équipes vont se dire, mais en fait, il y a un truc à jouer. C'est des tocards. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Monaco, et ça va certainement se reproduire jusqu'à la fin de saison, parce que, en fait, ils sont plus impressionnés par ces 3 stars. Ça fait réagir dans les commentaires déjà. Il y a Julot qui est présent. Merci Julot d'être avec nous ce soir, qui nous dit on ne construit pas une équipe avec un chéquier, tout s'achète, entre parenthèses, même les maillots siglés Jordan, sauf un esprit d'équipe. Et Eric qui nous dit le PSG est un EHPAD. Kevin. Je peux quand même répondre à Jolo, lui dire on ne construit pas une équipe avec un chéquier, mais avec des virements bancaires. Ça marche très bien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit dans les commentaires, Kevin? Pour moi, je pense que, encore une fois, ce sont des compétiteurs à la base. Et dans la notion de compétition, il faut avoir justement cette volonté de s'arracher, de se surpasser. Et on n'a effectivement pas l'impression que le Paris Saint-Germain se surpasse au quotidien, tous les week-ends. Il y a effectivement des séquences où on les a sentis vraiment au-dessus en démonstration, etc. Mais c'est arrivé trop peu souvent. Et c'est rarement arrivé que 5 à 7 joueurs en même temps soient performants. On n'a jamais vu, même ne serait-ce que dans la phase de groupe, parce qu'effectivement, pour le Paris Saint-Germain, Mbappé l'a dit hier, le révélateur du PSG, c'est la Ligue des Champions. Ils peuvent gagner 8-9-0. Si en Ligue des Champions, ça ne va pas, il y aura toujours ce petit truc qui manque. Et en Ligue des Champions, sur la phase de groupe, ça fait 0 victoire à l'extérieur, ça fait un match nul contre Bruges, où finalement, on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent nul. Enfin, on les voyait gagner contre-performance. Contre Leipzig, on concède un pénalty à la dernière minute. Enfin, je trouve qu'en termes de maîtrise, c'est pas le niveau auquel on les attendait. Après, pour en avoir parlé avec un ancien international congolais dont je tairai le nom, la problématique du PSG, c'est d'avoir ces 3 de devant. Parce qu'on parle d'équipe. Quand on parle de Neymar, Messi et Mbappé, on parle d'individualité. Et en fait, ces individualités-là, on a l'impression qu'elles sont placées au-dessus du collectif. Quand on ne les voit pas travailler défensivement, etc. Enfin, moi, Messi, je le vois tout le temps marcher. Et
Et malheureusement, en fait, on s'est tous dit, et on le répète semaine après semaine, voilà, on va lui laisser un peu de temps, etc. Il va se mettre dans le bain. On n'a pas vu les résultats. J'aurais aimé qu'ils prennent un jour la parole en conférence de presse pour dire, voilà, écoutez, je me sens pas très bien, je suis fatigué et je vais prendre ma retraite. Moi, ça me dérange pas. Si demain Messi me dit, je prends ma retraite, ok, va-t'en, bravo, on t'a applaudi pendant des années, merci de nous avoir fait rêver pendant 15 ans. Ciao, au suivant. J'ai Miami, l'impression, Miami, messieurs, et Kevin, j'aimerais juste, on va donner la parole à Ludo juste après, j'aimerais ton avis. J'ai l'impression que depuis que les Qataris ont récupéré le club, on a tous les ans cette, cette, ce truc qu'on dit, on dit exactement la même chose. Est-ce que tu as dans ton esprit un souvenir d'une équipe du Paris Saint-Germain vraiment qui jouait tous les matchs à fond, où tout le monde se donnait à 4000% pendant une saison entière, où vraiment, et ça rejoindrait du coup ce que dirait Julo, quand tu sors le chéquier ou les virements et que tu achètes des gros joueurs, tu ne peux pas être à fond sur des petits matchs de championnat entre guillemets, ou quand quand le championnat est plié, tu laisses un peu de mou. Non, je pense que, encore une fois, c'est l'esprit de compétition qui fait la différence. Il y a un écart qui est tellement grand entre les titulaires et les remplaçants qu'en fait, les titulaires savent qu'ils ne pourront pas être bousculés. Il y a des statuts qui sont tellement ancrés au niveau du Paris Saint-Germain, des joueurs qui ont la ligne directe du président. Donc, en fait, le coach a les pieds et poings liés. Il aura beau pousser une gueulante, il aura beau avoir l'une des trois stars qui est mauvaise sur le terrain, il ne pourra pas la Et sortir. ça veut dire quoi? Et Donc ça veut ça, dire qu'il faut homogénéiser pardon, l'équipe et avoir moins d'écart entre les très bons joueurs et les top joueurs et les remplaçants? je vais prendre un exemple. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, puisque cette équipe a pris 4-0 hier, mais le Real Madrid, Gareth Bale, il n'est pas bon. Il va sur le banc. Eden Hazard, il n'est pas bon. Il va sur le banc. Luka Jovic, il n'est pas bon. Il va sur le banc. Benzema, à une époque, il n'était pas très bon. Il est allé sur le banc. Et je pense qu'en fait, on devrait être en mesure de se dire, voilà, Neymar, t'es pas à 100%, fais des entrées en jeu, etc. T'es pas dans ton match, tu sors. T'es un joueur comme un autre. Après, dans tous les effectifs, même au niveau amateur, tant qu'on gagne, l'ambiance est top. L'ambiance est top, les joueurs sont ensemble, sont solidaires, etc. Et quand ça commence à perdre, quand on se rend compte qu'il commence à avoir des petits problèmes dans la machine au niveau du fonctionnement, forcément, il va y avoir des tensions, etc. Et côté Paris Saint-Germain, en fait, ce délitement, on l'a constaté au fil des défaites. Il y a eu une première défaite, effectivement, sans trop de conséquences contre Rennes. Contre Nantes, moi, je dirais que c'est peut-être aussi un déclic dans l'autre sens. C'est que les équipes en Ligue 1 ont compris qu'en fait, Paris, il fallait rentrer dedans et c'était possible de gagner. Ils ont perdu contre Rennes, ils ont perdu contre Nantes, ils ont perdu contre qui d'autre encore du coup, il y a eu le Nice. Real qui s'est enchaîné, puis Monaco. Et Nice, oui, effectivement, déplacement à Nice. Et en fait, ça, c'est des matchs à l'extérieur où techniquement, Paris se retrouve dans un environnement hostile. Si tu n'as pas cette solidarité-là, moi, en tant que jeune, j'ai joué dans des quartiers, des derbys 78. Si vous ne vous faites pas bloc à 11, vous ne tenez pas. Ouais. Tu auras beau avoir toutes les qualités que tu veux, etc. Mhm. Tu vas avoir l'arbitrage qui va être, entre guillemets, défavorable une ou deux fois. Tu sors de ton match. Ouais, bien sûr. Tu peux être Messi, Mbappé, tu sors de ton match. Et en fait, je trouve que, quelque part, au niveau de l'encadrement du Paris Saint-Germain, il n'y a peut-être pas suffisamment de travail de fait pour enrayer cette spirale négative, en fait. Parce que quand tu perds dans tous les effectifs du monde, il y aura forcément des tensions. Il y aura forcément des gens qui vont se mettre des taquets à l'entraînement, des gens qui vont, entre guillemets, aller critiquer un tel, dans la presse. Et pour le PSG, aujourd'hui, on parle d'effectifs divisés, de guerre entre les Sud-Américains et les francophones. Pourquoi? Parce que ça perd. Si on avait battu le Real et qu'on s'était qualifié, on n'en parlerait pas aujourd'hui. On les verrait en train de faire des posts Insta ensemble. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça perd et parce que les gens sont frustrés, ils aimeraient gagner plus facilement, etc. Et les fondamentaux, ça doit partir de la ligne directrice donnée par le coach, le respect et je pense, comment dire, ce sang-froid de la direction parce qu'on a un président, Nasser Al-Khelaifi, qui est trop dans l'émotion. Quelqu'un qui va réagir au quart de tour, voilà, on est les meilleurs et tout parce qu'on a gagné. Eh non, stop, on a battu l'Atalanta, il y a une demi-finale à jouer, il y a une finale à jouer, tranquillise le groupe. Et ça, en fait, on trouve que ce petit régulateur-là, Nasser Al-Khelaifi, ne trouve pas cet équilibre. Il est trop passionné à mon goût. Si tu veux être passionné, il y a le COP. Tu peux être chef du groupe de supporters, il n'y a pas de problème. T'es Qatari, t'as ton passe-droit. Mais pour la présidence, comme en tant que chef d'État, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars,
il faut avoir Cadré. cette lucidité et ce cadre, exactement. Et même si intérieurement, tu as envie de sauter, etc., Mhm. tant que le trophée n'est pas acquis, tant qu'on n'a rien gagné, silence radio. Ok. Et beaucoup de clubs pensent comme ça. Ouais, tout à fait. Merci Kevin. Je fais juste un petit passage sur les commentaires. Julot nous dit peut-être qu'il faudrait déjà changer de coach et qu'il tienne tête à son équipe. C'est lui le coach, pas Léo et les boss. Aujourd'hui, ils perdent, mais derrière, il se passe rien. Les joueurs touchent leur pépette et basta. Ludo, je me tourne vers toi, qui est grand supporter et grand fan d'un club qui a joué et gagné des Ligues des Champions, qui fait souvent un très beau parcours en Ligue des Champions, justement. Est-ce que tu es d'accord, justement, avec Kevin, avec les propos de Kevin? Alors, je suis d'accord dans le fond, mais je suis pas d'accord sur certains trucs que tu as dit. Déjà, mais c'est absolument pas contre toi, c'est juste Non, vas-y, c'est vas-y. un point de vue, c'est que, alors effectivement, je supporte un club comme Mehdi qui ont une vitrine pleine, mais ça, c'est uniquement, enfin, ce que je veux dire, c'est que la différence entre le Milan et Paris, si je dois prendre, c'est que il y a toute une structure derrière qui fait que, et on l'a vu avec Donnarumma, il n'y a absolument aucun joueur qui passera au-dessus de cette institution. Et je pense que ça a été le problème de Paris. Je pense que quand tu dis que c'est des compétiteurs, les mecs, moi je pense au contraire qu'à part Kylian Mbappé et certains, c'est absolument pas des compétiteurs. C'est des Instagrammeurs, c'est des fashionistas de Fashion Week, c'est des joueurs Fortnite professionnels, c'est des joueurs de poker, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas des compétiteurs. Parce que des compétiteurs, déjà, au 6-1, on ne doit plus voir ça. À la remontada ou pas, hein, question d'arbitrage, fait de jeu, tout ça, au 6-1, tu dois Après, plus t'as voir pas ça. les Ça veut mêmes dire que les joueurs. mecs. Ah non, non, mais peu importe. Ça. Je parle même pas, je parle même pas des joueurs qui étaient sur le terrain là. Je parle des grosses instances là-haut. Quand tu te prends une remontada 6-1 avec le déferlement qu'il y a eu dessus, quand ton club il se fait pourrir, il se fait prendre pour des tocards, comme tu as dit, à ce moment-là, tout là-haut, ils doivent faire en sorte qu'une remontada comme ça ou une défaite comme on a vu contre Manchester United, et c'est un fait de jeu, hein. Mais tout ça, ça ne doit plus exister en fait. Vous pouvez vous faire éliminer, mais ça ne doit plus exister. Et en fait, elle est là la différence, je pense, entre une grosse institution et une grande équipe de football, que le Paris Saint-Germain, c'est une grande équipe de football, en tout cas sur le papier. Je pense que les grandes instances ont réussi ce qu'ils voulaient faire. C'est créer un produit marketing du Paris Saint-Germain. Et ils l'ont fait très bien. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est plus d'1 milliard, je pense, de valeur marchande. Oui, c'est Donc, possible. peut-être que pour la vitrine Qatari, ils voulaient gagner avec des champions. Je ne sais même pas s'ils seront encore là après la Coupe du Monde. Et probablement que s'ils sont encore là après la Coupe du Monde, un jour, vous l'aurez cette Ligue des Champions. Mais dans le but, ils voulaient créer une vitrine pour le Qatar, pour la Coupe du Monde. C'est fait. Ils ont voulu attirer les meilleurs joueurs du monde. C'est fait. Ils veulent ouvrir des magasins sur la 5e avenue au plein milieu de Manhattan. C'est fait. Le produit Paris Saint-Germain, c'est fait. Et je pense que le Qatar et la mission d'El Khalafi, peut-être qu'elle est secondaire, peut-être qu'elle est principale, qui est de faire du Paris Saint-Germain une équipe dont on parle et une équipe qui vend des maillots, ça c'est réussi. Après, ce qui est par ici, c'est les résultats. Et là, il faut tout revoir en amont. Je pense que El Khalafi, oui, il est beaucoup trop émotif, mais en fait, au-delà d'être beaucoup trop émotif, je pense juste qu'il ne maîtrise pas du tout son sujet. En fait, il ne connaît rien au foot. Il faudrait qu'il soit président ou directeur de Roland-Garros. Et peut-être que là, il y aura des choses à faire, ou bien qu'il prenne quelqu'un sous son aile, je ne sais pas. Et la question à laquelle je peux répondre, mais si tu voudrais qu'il vienne en conférence de presse et qu'il dise j'arrête, je prends la retraite, mais tant que le Paris Saint-Germain, ils vont lui faire un pont doré, ils vont lui verser son salaire, il n'a aucune raison de se barrer. Après, moi je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dit, Ludo. Le truc, en fait, c'est que si on reprend tout depuis le début, le Paris Saint-Germain, effectivement, il y a deux lectures. Nous, dès le début, parce que c'est ce qu'ils nous ont raconté et c'est leur péché originel. Il y en a eu d'autres, hein, parce que tout au long, on dirait qu'ils essayent de faire les 7 péchés capitaux derrière le péché originel, si on essaye d'avoir une image biblique de la situation. Le truc, en fait, c'est que le péché originel, c'est nous, notre objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. Ce qui fait que le seul objectif à l'aune duquel on peut les juger, c'est la Ligue des Champions. Ce qui fait qu'ils ont décrédibilisé dès le début du projet tout ce qui était compétition nationale. D'accord ? C'était quelque chose de secondaire. Ils n'ont absolument pas communiqué dessus. Donc pour nous,
qu'ils dominent la scène nationale, c'est normal, il y a rien d'anormal. Et quand ils perdent, ils prennent des shoots, en gros. Hein, parce que voilà, si tu te dis, nous, notre objectif, c'est de dominer la France, et puis petit à petit se construire pour aller chercher une Ligue des Champions d'ici 10 ans, par exemple, s'ils avaient dit ça, tu vois, en fait, on les aurait certainement jugés complètement différemment en se disant, ils sont en train de construire une équipe pour vraiment faire une dynastie à la Lyon, par exemple, tu vois, ou un truc dans le genre, ce qui est plutôt pas mal. Et donc ça, c'est le premier péché originel. Deuxième péché, effectivement, tu as raison, Ludo, parce que tout avait bien commencé. Carlo Ancelotti, il y a cette réflexion sur le match à Reims qui le décide à partir au Real. Bon, et puis l'année suivante, il gagne la Ligue des Champions. Mais ça encore, tu peux te dire, bon, c'est un petit peu de jeunesse, ok, pas de problème, parce que ça commençait à grandir. L'équipe de Laurent Blanc, malheureusement, cette équipe qui était pour moi la meilleure du Paris Saint-Germain depuis l'ère Qatari, avait le mauvais coach au mauvais moment, malheureusement. Je pense que s'ils avaient eu un coach comme, Unai Emery, je sais pas, comme Unai Emery par exemple, cette équipe-là vraiment avec un Ibra qui est au top, avec Thiago Motta, Matuidi, Verratti, etc., je pense qu'ils seraient allés un petit peu plus loin que juste les quarts de finale qu'a fait le PSG à ce moment-là. Peut-être qu'ils n'auraient pas gagné la Ligue des Champions, mais ils auraient continué à grandir, en fait, alors qu'ils ont stagné avec Laurent Blanc. Et puis arrive cette remontada. Et là, cette remontada, en fait, nous, on la juge en se disant, ils ont pris... Enfin, si tu la juges au niveau sportif, tu te dis, en fait, ils prennent la mauvaise décision au mauvais moment. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, ce qui nous a manqué, c'est du caractère, et donc on va construire un type d'équipe à la Liverpool, clairement, Liverpool, ils n'ont pas de stars. Ils ont des bons joueurs, ils ont Mohamed Salah, Sané, et puis, je sais pas, c'est à peu près tout, qui sont des pseudo-stars, mais rien à voir avec Kylian Mbappé, avec Neymar, avec Messi, d'accord? Enfin, je pense pas. Tu vois, c'est plus du niveau de Di Maria, on va dire, que autre chose. Mais ils essayent, quand ils vont recruter Diaz de Porto, tu vois, en gros, on te dit Salah va s'en aller, 6 mois avant, ils recrutent Diaz. Diaz, c'est celui qui va remplacer Salah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est ça, le move de Liverpool. Et dans 6 mois, on va se dire, putain, mais Diaz, c'est un des meilleurs joueurs du monde, en fait. Parce qu'il ne cherche pas une star, il cherche le bon joueur au bon moment, avec les bonnes caractéristiques. Justement, je vous coupe, mais absolument. Très rapidement. Forzaïev qui nous a rejoint, salut Forzaïev, qui nous dit au début, les transferts des Qataris sont plutôt intéressants. Dès la deuxième saison, ça part en cacahuète pour être poli. Newcastle veut refaire la même chose, première mercato plutôt intéressante. Et le meilleur exemple dans tout ça, selon lui, c'est la voix de Manchester City, qui n'a pas fait comme le Paris Saint-Germain. Mehdi, je te vois grimacer. Oui, parce que très clairement, Manchester City a des moins bons résultats que le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas gagné 9 titres en 12 ans, par exemple, Manchester City. Ils n'ont pas fait des quadruplés, pas des triplés plus exactement, non, des quadruplés avec le titre de Trophée des Champions dans leur championnat. Et ils ont fait le même nombre de finales de Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain. Alors, on a beau expliquer tout ce qu'on veut, ça ne change pas qu'à la fin, si tu prends ces 12 années, sur ces 12 années, après, Paris a un meilleur bilan que Manchester City. Le niveau anglais et le niveau français. Mais c'est plus dur ça, pour Paris. Je suis d'accord. Mais ouais. Ah non. Alors, je ne sais pas si c'est plus dur pour Paris. C'est dur de rester motivé pour Paris. Mais après, la compétitivité de la Première Ligue, c'est quand même aussi autre chose, tu vois. Mais le truc, c'est que au 6-1, nous, on se dit, ils prennent les mauvaises décisions sportives. On est tous d'accord là-dessus. On se dit, ils vont recruter Neymar parce qu'ils sont vexés par le Barça. Ils vont leur piquer leur joyau de la couronne. D'accord ? Ils ne peuvent pas prendre Messi, mais ils essayent quand même. Ils ont même essayé Cristiano Ronaldo. Bref, nous, on se dit, putain, en fait, ils prennent les mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'ils ne prennent pas du caractère, ce qui a manqué à cette équipe-là à ce moment-là. Ils prennent des stars. Et ça fait encore moins de caractère. Mais en fait, si on se met sous un autre angle, si on se dit le Paris Saint-Germain, c'est pas un club de foot, comme le disait Ludo, c'est un produit marketing. Est-ce que toi, tu te dis, j'essaye de m'acheter une image pour mon pays, pour représenter le Qatar et la Coupe du Monde au Qatar, et j'essaye d'avoir des résultats sportifs. J'essaye et je tombe sur une des plus grosses hontes du sport, du football. D'accord ? Franchement, le 6-1, c'est le truc le plus fantastique parce qu'il y a tout eu, vol de l'arbitre, joueurs qui se liquéfient. Enfin bon, bref, c'était génial.
eh ben, eux, ils se disent, moi, je veux continuer à faire en sorte que ce soit une marque, bah, je vais recruter les plus grosses stars du monde pour continuer à faire en sorte que ma marque grossisse. Alors là, le choix, il semble logique, effectivement, parce que finalement, c'est beaucoup plus rapide d'acheter des stars et de continuer à faire grandir ta marque que de gagner une Ligue des Champions. Gagner une Ligue des Champions, c'est incroyablement difficile. Bah, honnêtement, il y a qu'une seule équipe qui gagne la Ligue des Champions tous les ans, effectivement. Il y a de grosses écuries. Est-ce qu'on peut pas voir, je te rejoins Mehdi, la chose d'une autre vision? Tu prends 6-1, tu te dis justement, je vais prendre le joueur qui nous a mis 6-1 et qui a participé à la remontada, et je vais m'entourer justement de gros joueurs pour faire grandir ce mental, et c'est pour ça que je prends des stars. Je suis pas sûr. Je pense qu'on a tous... Ouais, ça manque de caractère. Et en fait, la star, elle sublime un collectif. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas le enfin, plus exactement, le collectif, voilà, qui sublime la star. Cristiano Ronaldo, en gros, si je dois comparer, on prend la Juve, d'accord? La Juve, ils prennent une rouste en finale de Ligue des Champions contre le Real. Et Agnelli, à ce moment-là, dit, je prends Cristiano Ronaldo parce que c'est ça qui nous manque. Mais en fait, c'est pas ça qui te manquait. C'était Kroos, Modric et Casemiro. C'était Carvajal à son plus haut niveau et Marcelo à son plus haut niveau. C'était Sergio Ramos, Varane dans une forme incroyable. C'était Navas dans les cages. C'est pas Cristiano Ronaldo qui te manquait. Cristiano Ronaldo, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait tous ces joueurs-là à côté de lui. Et je parle pas de Benzema qui jouait 100% pour lui, tu vois. Alors après, quand tu as Bernardeschi et Dybala à côté de toi, bah, je peux te dire que tout d'un coup, tu vois une vraie différence en fait. Parce que c'est pas du tout la même chose. Du tout, tu vois. Et c'est exactement la même chose avec Léo Messi. Quand Léo Messi, autour de lui, il a Xavi, Iniesta qui sont à leur summum, il n'y a pas plus haut. Un Neymar qui est en feu, un Luis Suarez qui enchaîne but sur but, et puis un Piqué qui a une demi-charrette, pas une charrette complète. Et un Jordi Alba qui, je ne sais pas ce qu'il boit, un jour il faudra faire des analyses quand même. Et de l'autre côté, non mais je veux dire, forcément, bien sûr que ça marche en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche parce que Léo Messi, il n'a que à faire 3 accélérations dans le match. Tout le reste est géré par les 10 autres. Donc, mais ouais, là c'est impossible en fait. Je vous coupe pour plusieurs choses. Déjà, ça fait réagir dans le chat, bien entendu. On me répond star ne veut pas dire caractère ou mental. Effectivement, ça rejoint ce que tu dis, Mehdi. Ouais, donc quoi, le mercato est raté et on aurait dû prendre d'autres joueurs pour entourer l'effectif. Je vous coupe juste 2 secondes avant que vous répondiez. La Trick Folle et nous a lâché un petit follow. Très joli. La Trick Folle n'est que autre que Loris qui était avec nous sur la première saison de la 93e si vous regardez les vidéos. Merci Loris d'être parmi nous ce soir, ça nous fait énormément plaisir. Du coup, ouais, on rate le mercato pour le Paris Saint-Germain, c'est ça, on veut trop bien faire et voir trop gros, du coup on prend des stars, mais c'est alors, pas des petits couteaux qu'il nous faut, mais des Ah, c'est des porteurs d'eau, hein. Ouais. Là honnêtement ce qu'il faut. Alors quand tu dis porteur d'eau, c'est du... c'est du Fabinho, tu vois, par exemple. Fabinho, c'est pas normal qu'il soit parti du... Non, mais ce que je veux dire, c'est que Fabinho, c'est pas normal qu'il soit parti de Monaco et qu'il soit allé à Liverpool. Fabinho, il doit signer au Paris Saint-Germain. En fait, le mercato 2017, ce qui manquait au Paris Saint-Germain, c'était Fabinho. Et Paris avait tout fait jusqu'au dernier moment pour le faire signer. Moi, je me souviens que je m'étais déplacé à Gaston Gérard pour aller harceler Fabinho, lui dire signe au PSG, signe au PSG. Et le mec a pas signé. Non, mais Gaston Gérard à Dijon, les gars, je vivais à Dijon, au fin fond de la Bourgogne. Je suis parti voir un match Dijon-Monaco. Bon, Falcao met un but fantastique ce soir-là. Kylian Mbappé est resté sur le banc, il n'est pas rentré. Mais tout ça pour dire qu'en fait, cet été-là, Mbappé, Fabinho, les deux étaient, à 300%, ils voulaient partir à Paris. Et en fait, Monaco a fait le blocus. Ils ont pu lâcher Mbappé parce que Paris s'est aligné sur la proposition du Real. D'ailleurs, c'était Jorge Mendes qui avait un peu poussé pour que le Real fasse une offre informelle, histoire de faire monter un peu les enchères. Et ensuite, pour Fabinho, Monaco a fait le blocus. Ils se sont dit, de toute façon, on ne le vendra pas à un concurrent direct. Monaco n'est d'être champion de France. Et c'est peut-être ça aussi un peu qui m'attriste au niveau français, c'est que je dirais pas que les clubs sont pas coopératifs. C'est pas Dortmund, c'est pas Salzbourg, Leipzig, le Bayern, hein, ça c'est sûr.
Ah ouais, Leipzig-Bayern, c'est des cadeaux. Bref, là j'allais être grossier, mais ouais. Ouais. Mais du coup, pour le Paris Saint-Germain, je lisais un peu ce que disait Forza Youp. En fait, la première année, il ne faut pas oublier que Paris fait Momo Sissoko, ils font Jérémy Ménès, ils font Lugano. Il y a aussi des flops sur la première année complètement. du Paris Mais il y en a Saint-Germain. encore. Et il y en a encore, effectivement. Et en fait, je ne pense pas que le PSG doit calquer un modèle spécifique. En fait, Paris a des spécificités et le PSG doit trouver son identité. C'est le plus difficile dans une vie. C'est le plus difficile pour un club, c'est le plus difficile même pour nous en tant qu'individus de savoir quelle est sa place. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est basé dans un vivier du football mondial qu'est la région Île-de-France. Aujourd'hui, c'est pas normal de voir en équipe de France 7 joueurs qui... C'est pas un vivier, c'est Ouais, le vivier du football mondial. Il faut le dire. C'est importantissime de comprendre que il y a le plus grand nombre de joueurs de qualité qui sont dans le football mondial viennent de la région parisienne. En fait, il n'y a pas, on a beau expliquer tout ce qu'on veut, c'est comme ça en fait. Et en fait, pour moi, au PSG, ce qui manque du coup, ce sont des cerveaux. Ce sont des gens qui vont d'une part aller détecter les meilleurs talents de la région parisienne, mais aussi mettre en place toute une structure pour les aider justement à se développer et ensuite atteindre l'équipe première. Et en fait, c'est du travail qui doit se faire sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose dont on va récolter les résultats en 2 ans. Ça prendra peut-être 5-6 ans. Un profil comme Thiago Motta, moi je suis désolé, les mecs qui sont en train de chercher, etc. Normalement, si tu le vois dans l'équipe première, moi notamment, ce qui m'inspire le plus, c'est l'Ajax. L'Ajax, ils ont des profils types de joueurs. Ils savent que voilà, dans 2-3 ans, un tel va partir. Donc, dans le centre de formation, on va déjà prendre un joueur qui a à peu près des caractéristiques similaires, le faire évoluer de sorte que dans 2-3 ans, pour la transition, le gamin soit déjà prêt. Et en fait, au Paris Saint-Germain, c'est ce qui manque. Peut-être qu'avec le nouveau centre d'entraînement, on va avoir une politique qui va se développer davantage, que tout le monde sera réuni au même endroit. Je pense que ce sera plus simple aussi pour faire la passerelle d'une équipe à une autre. Qu'est-ce que c'est que c'est Berlioz qui est d'accord avec toi, il n'arrête pas. Ouais, vas-y. Salut Berlioz. Et du coup, en fait, je pense que ce qui est important, en fait, c'est vraiment de garder une continuité. Au niveau du centre de formation, on a eu peut-être 4 ou 5 directeurs sportifs différents en 5 ans. Luis Fernandez qui est passé coordinateur à un moment donné. Maintenant, on se retrouve avec Yohan Cabaye. Les féminines, j'en parle même pas. Et en fait, c'est tout l'environnement, je pense qu'il faut assainir. Alors, parce qu'encore une fois, pour la performance, il faut qu'il y ait un environnement sain. Il faut que les joueurs, au quotidien, aient la tête tranquille et qu'ils soient focalisés que sur la performance, que sur le terrain, tout simplement. Qu'ils soient bien préparés, je ne dirais pas qu'ils soient bichonnés comme des stars, entre guillemets, mais qu'il y ait cette, tout ce collectif qui prenne forme. Et peut-être que le nouveau centre d'entraînement, puisqu'on aura notamment tout ce qui est hébergement pour les mises au vert, etc., peut-être que ça va permettre de mettre en place un peu cet esprit club, parce que toutes les structures seront réunies, en fait, un peu comme Milanello. Moi, je sais qu'on m'a toujours raconté cette anecdote de 95, il me semble, où Fabio Capello devait signer au Paris Saint-Germain. Il vient en camp des loges, il voit des préfabriqués, il se dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il n'a jamais signé. Ouais. Mais c'est Ludo, tu voulais dire quelque chose? Ouais, allez-y, après il y a des commentaires, donc il va falloir faire un petit tour sur les commentaires. Kev, tu me disais, il est temps que Paris trouve sa ligne de conduite, son modèle. Je crois que son modèle, voilà. Mais est-ce qu'ils l'ont pas trouvé? Est-ce que le modèle du Paris Saint-Germain n'est pas un outil marketing? Alors, je sais qu'en tant que supporter, c'est dur de l'accepter. Mais si aujourd'hui, on se dit, le Paris Saint-Germain, leur ligne, leur modèle, leur business plan, c'est un outil marketing, alors là, c'est 100% de réussite. Ouais, effectivement, c'est la meilleure équipe sur FIFA 22. Oui, effectivement, niveau marketing. Non, mais véridique. Moi, je te dis, je joue à FIFA depuis quelques années et j'ai vu l'évolution du club. Je sais qu'aujourd'hui, je vais jouer en ligne, j'ai la meilleure équipe. Tu vois, mais j'ai toujours joué qu'avec le PSG. Il y a 5 ans, il fallait jouer avec le Real de Cristiano Ronaldo en 2018. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, c'est le PSG. C'est le PSG qui a la meilleure équipe. À une époque, Liverpool aussi était bien. Et effectivement, au niveau marketing, le Paris Saint-Germain est arrivé là où on l'attendait. Et en fait, il y a différentes sections dans un club de football. Moi, je pense que la section sportive devrait aussi travailler avec la même efficacité. Et le problème, en fait, c'est que tout ce qui est sportif est parasité. Parasité par des jeux d'influence, des personnes qui veulent se faire voir, etc. Et quelque part, ça crée ce climat où, notamment, les joueurs ne pensent qu'à la Ligue des Champions. Effectivement, c'est important. Mais les gars,
Mbappé, j'ai l'impression que c'est le seul dans l'effectif qui a compris que un 10e titre de champion de France, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je me souviens qu'étant gamin, j'avais pas vécu le titre de 94, j'avais 4 ans. Et quand on a gagné le premier titre en 2012, j'étais au Trocadéro, bon, ça avait été un peu le bordel et tout, mais j'étais ému, j'étais content, j'étais heureux de me dire, voilà, Paris est champion de France. Quand j'ai vu l'OM gagner en 2009, j'étais triste. Enfin, en 2010, je crois. J'étais triste, ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, ah, l'OM champion de France, pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Et en fait, il ne faut pas minimiser ces succès nationaux parce que Paris n'avait pas gagné de championnat depuis quasiment 20 ans. Ils en ont enchaîné plusieurs. Effectivement, on n'a pas le même engouement qu'on a pu avoir à Lille l'année dernière parce que Lille n'avait pas gagné depuis aussi pareil une décennie. Et en fait, en termes d'identité, peut-être qu'il manque justement cette mentalité parisienne, tu vois, d'avoir, je dirais pas plus de Kipembe, tu vois, mais des joueurs qui viennent du Sérail. Mbappé, je dirais peut-être aussi l'un des problèmes, c'est d'avoir loupé en tant que jeune. Mais déjà, est-ce que pour avoir une identité parisienne, il ne faudrait pas qu'au-dessus de l'équipe, donc que ce soit entraîneur, directeur sport, il y ait un Parisien en fait? Oui, moi je suis d'accord. Ouais. Après ça encore, peu importe. Moi. Le truc, c'est que pour avoir une identité parisienne, enfin, je veux dire, à Milan, tu sais que tu es à Milan. Pourtant, si tu regardes l'AC Milan en ce moment, qui est premier du championnat, l'ossature numéro 1, c'est des Français et Parisiens, d'ailleurs. Oui, non, mais chez nous aussi, tu vois. Si tu prends l'ossature générale. Et pourtant, tu sais bien que tu es à Milan. Et quand tu entends Kaloulou qui se fait interviewer dimanche, il explique que ça fait 10 ans que Milan n'a pas gagné, mais il dit, en fait, dans ce club, il y a l'ADN de la gagne. C'est-à-dire que en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Mais quand il dit rien, c'est rien, tu vois. Et je suis absolument d'accord, mais quand ils se font éliminer par Madrid et que c'est Ancelotti qui parle français en conférence de presse, il y a un problème. Ah oui, non mais bien sûr, mais c'est pas trop. Ça encore, le truc en fait, c'est surtout qu'ils n'ont pas d'identité de jeu sportive. Ils n'ont pas d'identité sportive. Qu'ils se disent, on veut la plus grosse star de la planète, Mbappé. Pas de problème. Mais le football, c'est pas le basket. Le football, tu peux pas faire les tres amigos. Ça n'existe pas, en fait. Ça. Les tres amigos, ça marche en NBA. Et puis encore, ça marche de temps en temps, hein, parce qu'on voit que chez les Nets, par exemple, hein, les Quatros ou les Cinque, ou les Lakers, c'est pas forcément comme ça que ça doit marcher. Mais au football, tu peux avoir une superstar. Mais autour de lui, il te faut des gens. Et c'est vrai que si tu as 2-3 gens qui viennent de la région, même si c'est pas les stars, même si c'est pas... bon, si ça pouvait ne pas être Kipembe, ce serait mieux. Mais si ça pouvait être des gens, tu vois, t'as un petit Nkunku, t'as un petit, tu vois, même Diallo, hein, ne serait-ce que Diallo, je sais pas pourquoi il joue pas plus. Le pauvre, en plus, il a fait une super, mais oui, Coupe d'Afrique des Nations et tout. Tu vois, tu as 2-3 joueurs comme ça qui infusent la région et qui donnent de la grinta et de la passion au truc. Et puis ensuite, tu as une vraie ligne directrice. Mais à Paris, tu as 2 superstars au cage. Tu as 3 superstars dans les joueurs de champ. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Il faut choisir. Tu peux avoir une star. Maradona, en Argentine, il y avait Maradona. Tu pouvais pas mettre quelqu'un d'autre à côté. Maradona, c'est Maradona. Après, il faisait ce qu'il voulait. Il faisait sa vie. Les 10 autres... Non, mais je suis d'accord. Mais dans les instances, il y a des nationaux. Au Paris Saint-Germain? Oui. Non, dans les autres clubs, à Milan, à Munich, à Naples. Bah, oui, là, bien sûr. Non, mais tu as raison. À Paris, il n'y a pas de Français. En tous les cas, il faut des garants de l'institution. Parce que, tu vois, à Milan, effectivement, il y a Maldini, mais tu vois, il y a Dida, qui est pas italien, qui est l'entraîneur des gardiens. Tu vas avoir, je sais pas, par exemple, à Paris, Leonardo. Finalement, il était quand même un petit peu lié au club. Tu peux avoir des joueurs comme ça. Tu peux avoir Rai, par exemple. Pour moi, ça me choquerait pas que Rai soit dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, tu vois, par exemple. Pour moi, il représente le Paris Saint-Germain, le plus grand de tous les Paris Saint-Germain, finalement. Donc, c'est celui qui a gagné une Coupe d'Europe, tu vois. Donc, je sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément des nationaux. C'est plutôt des gens qui représentent l'institution, en fait. Et surtout, plus que des gens. On va juste faire un tour rapidement sur les commentaires parce que ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. C'est très intéressant ce qui est dit. Déjà, première chose, Loris qui nous a dit, et c'est tombé en même temps que ta réponse, Kevin. Est-ce que vous ne pensez pas que le PSG se doit d'être patient et investir intelligemment dans la formation au lieu de prendre des grosses stars pour vendre des maillots? Ça rejoint ce que Kevin, tu nous as dit juste avant. Forza Juve
nous a dit, je Ouais. continue Je- juste, désolé. Forza Vas-y. Youth qui nous a dit, si les dirigeants avaient été patients, Coman, Diaby, Nkunku, même Maignan seraient maintenant au PSG, et ça aurait de la gueule, en tout cas plus que maintenant, serait titulaire. Maignan, ça aurait été compliqué. Qu'est-ce qui aurait été compliqué? Maignan. En fait, sur le poste de gardien de but, il avait besoin de jouer. Effectivement. Et Paris ne pouvait pas lui garantir de place parce que, bon, entre Trapp, Areola, enfin, même Areola, on n'a pas réussi à en faire un grand joueur. Donc, Et du coup, tu réponds à Crécor le Droudio, désolé, je galère toujours pour ce nom. Ils revendent leurs jeunes joueurs parce Crécor. qu'ils ne les alignent pas. Effectivement, sur un poste de gardien, c'est un peu plus complexe. Je continue, mais Après- tu vas avoir le temps de parler, ne t'inquiète pas. Tu fais que ça depuis 45 Non, mais de minutes. répondre, c'est faux. Les stars sont trop bichonnées quand tu vois Neymar blessé. À chaque fois, il va au carnaval à Rio. C'est jamais vu dans un autre club. L'ego des stars passe avant l'équipe. C'est ça le problème. On a parlé de FIFA en disant FIFA ne veut rien dire. Neymar, il se blesse pas dans le jeu. Ça prouve que ce n'est pas réaliste. Et on nous dit aussi, je suis sûr que tu mets Klopp entraîneur du PSG. Au bout de même pas un mois, tu aurais des joueurs qui iraient taper à la porte de Nasser en disant c'est qui ce fou qui nous fait des entraînements trop durs. Effectivement, et ça rejoint par contre tout ce qui se passe en France et en Ligue 1. Les joueurs, quand ils vont à l'étranger, parlent souvent des entraînements qui sont beaucoup plus complets à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? Il y a Julo qui nous dit ça me chauffe parce qu'on parlait de NBA. Il n'y a que Jordan qui a réussi les 13 amigos. Et effectivement, Forza Youth qui souligne que Pochettino est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne 2 petites secondes sur le mercato, parce que vous disiez, et je reprends tes termes, Mehdi, qu'aujourd'hui on cherche des porteurs d'eau. Aujourd'hui, quand tu recrutes un Danilo Pereira, un Paredes ou un Gay, c'est pas des stars. Quand ils signent, on dit justement c'est bien parce que c'est pas des stars et c'est des joueurs qui ont du mental. Pourquoi ce type de joueur-là n'arrive pas à s'imposer alors que c'est exactement ce que vous dites, c'est un recrutement qui peut être intelligent. On a eu beaucoup de bien de Gay avant de sa venue, de Pereira qui était un taulier quand même au Portugal. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui alors qu'on suit vos conseils en fait, Kevin? Alors Mehdi, Bah, en fait, non, ouais, vous pardon. deux. Non, Mehdi. mais c'est très simple en fait. C'est un projet technique. C'est-à-dire que Danilo Pereira, Herrera, déjà qui sont des joueurs complètement différents, Danilo Pereira, Herrera, Gay, il n'y a aucun problème, mais il n'y en a aucun qui est exactement le même. Et pourtant, a priori, ils devraient se couvrir sur le même poste. Tu vois? Ce qui fait que ça veut donc dire que tu n'as aucune idée directrice dans le projet de jeu, en fait. Il n'y a pas d'idée directrice au Paris Saint-Germain. Ce qui fait que tu recrutes des joueurs par opportunité à chaque fois, mais tu ne recrutes pas des joueurs sur un profil. En fait, on va dans l'autre sens. En gros, il y a des agents qui viennent voir Leonardo. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est Leonardo qui travaille qu'avec certains agents. En tous les cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est « Bonjour, j'ai ça en magasin ». Ah, ben ça peut être intéressant parce que c'est pas mal. J'ai entendu dire qu'il n'était pas mauvais à Benfica. Ok, pas de problème. Comment est-ce que ça se passe dans un grand club lorsque tu fais un recrutement? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas l'agent qui vient te voir ou toi qui vas voir l'agent. Dans un bon club, tu pas dans te un grand dis club. dans un bon club. Oui, alors bon et grand. Oui, c'est vrai qu'il y a des grands clubs comme nous. On est redevenu bon, mais putain, on a été mauvais pendant 10 ans. Donc, dans un grand et bon club, généralement, c'est l'entraîneur et le directeur sportif disent voilà, on veut tel type de milieu relayeur. Un milieu relayeur qui sait se projeter, qui arrive à être décisif, qui marque quand même relativement pas mal de buts, qui est un box-to-box, etc., avec, qui va être gaucher, qui va pouvoir avoir un bon jeu de tête. Bref, qu'est-ce que tu peux me trouver? Les scouts commencent à travailler sur des profils. Plein de profils qui vont regrouper ce genre de choses, des choses qu'ils vont aller constater, mais aussi des stats, tout simplement. Ils vont compiler une espèce de base de données et ensuite ils vont faire une présentation au directeur sportif et à l'entraîneur en leur disant voilà ce qu'on a, tac, 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 ok, bah moi ça m'intéresse, on prend ces 4-là. Ensuite tu vas voir le président et tu dis voilà, on voudrait 4 joueurs, enfin pas 4 joueurs, on voudrait un de ces 4 joueurs. Lui, il coûte tant, lui, il coûte tant, lui, il coûte tant, lui, il coûte tant. Celui-là, c'est le meilleur. Est-ce qu'on a le droit de le prendre? Oui, non. Voilà comment est-ce qu'on recrute. Au Paris Saint-Germain, c'est pas du tout comme ça. C'est lui, ça pourrait faire pas mal sur le terrain. Mais quand tu prends les milieux du Paris Saint-Germain, entre Paredes, Danilo, Herrera, Gay, Verratti, t'en as pas un.
tu sais toujours pas si Verratti c'est un 6. Tu sais toujours pas si Paredes c'est un milieu relayeur. Herrera, tu sais toujours pas s'il a réussi à sortir du bois de Boulogne. Et puis Danilo Pereira, tu te dis ok, c'est plutôt un défenseur central ou enfin on sait pas, je sais pas. En fait, tu ne sais pas qui c'est ces gars-là. Et puis Gay, alors lui c'est une énigme. Il y a que contre le Real Madrid qui joue bien. Donc Sauf après à le Gay. reste du temps. Ouais, alors oui, effectivement, c'est vrai. Mais donc, c'est complexe, en fait. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a aucune idée directrice au Paris Saint-Germain. C'est pareil, les latéraux. Alors là, si, ils ont eu une idée directrice sur les latéraux, c'est 2 latéraux qui montent. D'accord. Bon, bah, c'est génial. Mais alors après, il faut qu'ils se cadrent sur qui monte quand. Parce que là, pour l'instant, il y a un problème. Des fois, ils montent tous les 2 et là, tu fais ça va être chaud. Donc, bref. Bon, Kevin, voilà, tu voulais, c'est complexe. Kevin, tu Moi, voulais je te répondre. dis qu'il n'y a pas d'idée directrice. Mais en fait, moi, je pense que ce qui manque au Paris Saint-Germain, au-delà, parce que, en fait, au-delà de Leonardo, de Nasser, en fait, c'est une structure au niveau technique, comme un DTN. En fait, il faudrait un directeur technique qui serait garant du projet Saint-Germain. City l'a fait. City l'a fait parce qu'ils ont Tichy Bergenstein et comment ça s'appelle, Soriano, je crois, j'ai oublié son nom. Ils bossent en trinôme avec le coach. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de check and balances, un système en fait où on a des équilibres qui justement se mettent en place et c'est intéressant dans la construction tactique. Pourquoi? Parce que le coach peut parfois avoir un blind spot. Il peut peut-être à certains moments avoir certaines choses qu'il ne voit pas ou une sensibilité qui n'est pas suffisamment prononcée ou qui l'est un peu trop en fonction des sujets. Et le fait d'avoir 2-3 personnes qui bossent ensemble de concert, ça permet déjà aussi peut-être d'éviter les conflits frontaux. Je prends l'exemple de Thomas Tuchel et Leonardo. Ça se fightait pourquoi? Si on mettait une 3e personne au milieu, ça peut permettre éventuellement, du coup, au même niveau, hein, je dirais pas quelqu'un qui est au-dessus, parce que au final, le trinôme, on l'avait avec Nasser Al-Khelaifi, mais il y avait toujours ce système pyramidal. On a le coach d'un côté, on a le directeur sportif, puis ensuite, on se retrouve avec le président. Et je pense qu'au Paris Saint-Germain, avoir un directeur technique qui serait pas forcément lié directement au terrain, mais qui superviserait la formation, l'équipe professionnelle, on l'a eu une fois, on a choisi un incompétent, je vous laisse deviner qui c'est, l'ex-directeur du football, et qui est, comment il s'appelle, Patrick Kluivert, hein, c'est ça? Ah oui, Pénélope Kluivert. En fait, c'était un emploi fictif, comme Pélénote c'est ça, Fillon. pour lui payer ses interventions sur Beansport. Mais en fait, l'idée en soi de Kluivert, le rôle du directeur du football, elle n'était pas stupide au départ. Elle n'était pas stupide, mais le problème, c'est d'avoir dans l'organigramme gardé un directeur sportif qui n'était l'adjoint de personne. Et donc, ça a créé des conflits. Et je pense que si on avait pris un technicien pur, je ne veux pas forcément avoir quelqu'un qui va gérer la gestion sportive, les transferts, etc., qui s'occupe que de la tactique, du scouting, etc., le directeur sportif qui peut reprendre en main les gros dossiers et le président reste que pour les instances, je pense que le PSG aurait pu éventuellement avancer peut-être un peu plus vite parce que ce que l'on observe, comme toujours, quand ça va mal, c'est une guerre des égos. Et en fait, il faut trouver le moyen de l'équilibrer. Je vais répondre aussi rapidement à Forzayouf qui parlait de City. City, pendant très longtemps, ont eu du mal à se trouver. En fait, ce n'est que depuis l'arrivée de Guardiola qu'ils ont pu trouver une certaine continuité. Et même avec Guardiola, les premières années, c'est des éliminations catastrophiques. Ouais. Éliminé contre Monaco, éliminé contre l'Olympique Lyonnais. Enfin, quand on est un club de ce standing-là, qu'on fait 100 points en première ligue, on ne peut pas sortir contre l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas sortir contre l'AS Monaco, même s'il y a Kylian Mbappé, même s'il y a Tino Kadewere ou Maxwell Cornet. Enfin, voilà, je pense que... Ouais, mais Maxwell Cornet quand même. Enfin, encore Mbappé, bon, mais Cornet, c'est normal aussi. Il a fait le match de sa vie. Non, mais c'est vrai, hein. Les gens, ils ont oublié, hein. Mais City, c'est une catastrophe, hein. Ils ont dépensé un argent phénoménal pour, je te dis, moins bien que le Paris Saint-Germain. Faut pas oublier ça. Hein. C'est important de s'en souvenir. Sur les défenseurs, ils ont dépensé énormément d'argent. Et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas l'attaquant de pointe. Mais je dois avouer que tactiquement, et c'est pour ça que le rôle du directeur technique m'inspire, ils ont su trouver cette continuité, cette identité de jeu. Et c'est ce qui manque en fait au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, City a des stars comme Kevin De Bruyne, mais il y a des tauliers comme Fernandinho qui, même s'il n'est pas titulaire, va pouvoir le recadrer un peu, lui dire hey, mec, c'est plus toi la star. Pareil pour Bernardo Silva. Il peut avoir des stats et performer à un haut niveau comme Riyad Mahrez, etc.
mais il y aura toujours quelqu'un dans le vestiaire pour les recadrer, des petits porteurs d'eau, mais qui ont du caractère et qui sont là depuis très longtemps. Et au Paris Saint-Germain, quelqu'un comme Marco Verratti aurait pu avoir ce rôle-là, mais visiblement, on n'a jamais su l'encadrer. On n'a jamais su l'encadrer au Paris Saint-Germain. Ah oui. En fait, le développement des joueurs pose problème. Parce qu'aujourd'hui, Si Mbappé, tu prends qu'un seul Morito, il peut te faire un feedback, ouais, ça c'est vrai. juste un seul. Et le club. Mais on Vas-y, prend on va. Non, mais- Mbappé, on n'a pas su le cadrer parce que ça fait quasiment 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Et la diva qu'il est devenu aujourd'hui, c'est le PSG qui l'a fait. Tout à fait. C'est le PSG qui l'a fait. On va avancer, parce qu'on doit parler du Barça, et ça fait déjà 50 minutes qu'on parle du Paris Saint-Germain. Tranquille, Tranquille. effectivement. Non, mais Nouveau format une petite nouveau conclusion, format s'il vous plaît. qui est plaisant, hein. Dites-nous dans les commentaires Petite si, conclusion. si ça vous plaît, mais en tout cas, ça fait parler en live, bien entendu. Et merci à tous de partager comme vous le faites dans les commentaires, c'est super plaisant pour nous aussi. Mehdi, tu veux une conclusion? Bien entendu, on va conclure, on va pas passer directement au Barça, mais vas-y, je te laisse la main. Déjà, je ne peux qu'abonder dans le sens de Kevin. Par exemple, on a traversé, je prends mon club, l'AC Milan, on a traversé 10 ans de désert. Et à l'heure actuelle, on a Maldini qui est directeur technique, on a Massara du football, on a Massara qui est le vrai directeur sportif, d'accord? Donc c'est pas les mêmes choses. Et on a Geoffrey Moncada qui est chef des scouts. Et après, il y a énormément de scouts, enfin énormément, il doit y avoir une cinquantaine de scouts ou trentaine de scouts à Milan. Et lui, c'est lui qui va identifier avec Massara les profils qui vont soumettre à Maldini et Gatidis. Gatidis, ça va être lui qui va, on va dire, plaider auprès d'Eliott pour l'argent, en fait. D'accord? Donc c'est vraiment, il y a une vraie pyramide, effectivement, et un vrai profil technique qui est défini avec Pioli. Et c'est depuis qu'on fait ça qu'on est revenu sur le devant de la scène. Donc pour l'instant, on n'a pas gagné, mais on est quand même redevenu un club de football à peu près respectable, ce qu'on n'était pas du tout quand on avait Adel Taarabt et Jérémy Ménez sur le terrain. Donc, le truc, c'est que déjà, ça, c'est la première chose. Je voulais juste confirmer ça parce que je trouve que c'est une organisation. Mais moi, il y a quelque chose aussi. C'est que maintenant, au Paris Saint-Germain, il y a trop de gens qui sont marqués. Vous connaissez cette expression, ça pue la défaite. Le Paris Saint-Germain, ça pue la défaite. Non, mais je rigole pas. Ça pue la défaite en Ligue des Champions. Et il y a beaucoup de cadres qu'on aime beaucoup, qu'on adore. Marquinhos, génial. Verratti, fantastique, je l'aime. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, tu vois, des gars comme Di Maria, génial. Va voir ailleurs si j'y suis. Des gens comme ça, il faut absolument qu'ils se barrent, en fait. Parce qu'il faut que tu reconstruises une équipe avec des gens qui sont victorieux, en fait. Qui sont victorieux. Pas besoin d'avoir, tu vois, va recruter Henderson. Tu pourras jamais l'avoir, mais imaginons, tu vois, des joueurs dans ce style, en fait. Des Henderson, je sais pas, des gars qui sentent la grinta, la victoire, etc. Avec des Marquinhos et des Verratti, il y aura toujours un doute dans le vestiaire. Il y aura toujours un doute parce que ces gens-là ont traversé les pires heures d'une élimination en Ligue des Champions. Et le jour où ça va mal se passer, ils vont s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont traumatisés, en fait. Ils sont vraiment traumatisés. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'en aillent. Comme Thiago Silva. Thiago Silva, ça lui a fait tellement de bien d'aller à Chelsea. C'est le meilleur défenseur de Chelsea à l'heure actuelle. Il est incroyable. Thiago Silva, quand je le vois jouer, je me dis, mais ça y est, on a retrouvé au monstro, en fait. Alors qu'à Paris, il était cramé. Et vraiment, je pense que Paris doit faire un nettoyage complet dans ses cadres. Alors, je ne parle même pas de l'organigramme, parce que l'organigramme, s'il reste du napalm quelque part, il faut l'utiliser. Mais vraiment, je pense vraiment qu'il faut virer absolument tout le monde et recommencer depuis le début. S'ils ont un autre Qatari qui traîne et qui a un peu de compétences sportives, il faut qu'ils le ramènent. Mais les autres, là, il faut tous les cramer. Et dans l'équipe, il faut changer les cadres. Franchement, Marquinhos, il faut lui dire, écoute, merci pour service rendu, je t'aime, c'est génial, tu représentes Paris, mais dégage, en fait. Et il faut recommencer avec Nuno Mendes, Hakimi, des gars comme ça qui, ok, ils ont vécu une élimination contre le Real, mais c'est pas encore, tu vois, c'est pas encore dramatique. Mbappé, bien entendu, etc. Mais tout le reste, il faut dégager, en fait. Il faut vraiment dégager tout ça. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut non seulement rayer l'organigramme, mais en plus vraiment recycler les cadres, des cadres qu'on aime, mais il faut les dégager. Je me tourne vers toi, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin, mais juste avant ça, je fais un petit tour encore une fois dans les commentaires. Forza Youth nous a dit « La transition du Barça est parfaite, voilà un recrutement intelligent avec un coach qui connaît le club ».
et donc peut choisir Attends, des joueurs on va en capables parler, de là. se fondre dans le club. Ça fait la transition. On va en parler Que dalle. juste après. On va tirer à balles réelles. Hein. Ludo, concernant le Paris Saint-Germain, pour clôturer, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous dit Mehdi? Ah, mais alors, bah ouais, moi tu vois, je voulais des nouveaux thèmes de débat pour être en contradiction avec Mehdi, et ben, le fait est qu'on est d'accord sur celui-là. Mince. Non, je suis absolument d'accord avec lui, il faut tout repenser. Mais alors, au-delà du terrain, tout l'organigramme Paris Saint-Germain, en fait, je me demande même comment l'émir. Personne va le voir, en fait. Personne va te casser sa porte et lui dire non, mais en fait, là, Il y a franchement, trop là. de monde qui va le voir. Ouais, mais C'est en ça le fait, problème. lui, il doit taper du poing sur la table. Parce que certes, il est sûrement en haut du Burj Khalifa en train de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. S'il les regarde, mais à un moment, il va falloir qu'il fasse. Il vire tout le monde et il repart à zéro, en fait. Parce que, alors certes, j'aime pas du tout le projet Paris Saint-Germain et tout ce que ça englobe, mais ça m'embête pour mon Kevin et pour mes nombreux potes de me dire que tant d'argent investi pour rien. Alors certes, euh, peut-être que ça va toucher le marché américain d'avoir une boutique sur la 5e avenue. Et encore, on connaît les Américains qui ont le goût de la victoire et ils portent pas des maillots étrangers si c'est pas des maillots qui gagnent. Donc j'espère que le projet marketing ça va fonctionner, mais sinon Ça marche quand même à il faut tout l'étranger. revoir. Il y a la Fashion Week, hein. N'oublie pas ça. Oh Le là PSG sur ça, ils sont très, Ouais, très, c'est très forts. Mais en fait, Kevin. moi, je dirais que pour le Paris Saint-Germain, en fait, c'est vraiment juste des petites retouches. Il faut pas tout détruire et repartir à zéro parce qu'en fait, si tu détruis et que tu repars à zéro, quelque part, tu prends pas en compte les petites victoires du quotidien. Et effectivement, il y a des choses qu'il faudra refaire de fond en comble. Mais il y a certaines Donc choses là, qu'il faut garder. Eh ben, oui, Pochettino, Leonardo, El Khelafi, tu gardes. comme ça, en l'état, non. En Mais l'état, avec non. des En l'état, perfections. non. Mais Sinon, là, c'était le syndrome de Stockholm. Hein, je te dis direct. Si t'avais dit non, oui, non. là, ça veut dire que mais en fait, je pense qu'il faut revoir l'équilibre des pouvoirs. Si tu dois en Encore garder une un, fois, tu gardes hein, qui là? Ça sera la dernière question, après il faut avancer, messieurs. Je garde. En fait, si je dois en garder un, en l'état, je garde personne. Mais en fait, je pense qu'il faut revoir l'organigramme. Si les Qataris veulent avoir un Qatari, Nasser, ok, mais je te garde en non exécutif. Tu fais que de la représentation. Que de la représentation. On nomme, on garde en DG Jean-Claude Blanc, on met un directeur sportif plus un directeur technique, et en fait, les deux seront à égal avec l'entraîneur. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que Leonardo et éventuellement Nasser Al-Khelaifi ont tellement de pouvoir, entre guillemets, sur l'effectif du Paris Saint-Germain que Pochettino, en fait, n'est pas libre de ses mouvements. Et en fait, si tu réinstaures le dialogue et que Pochettino peut développer ses idées, parce que quand il arrive au Paris Saint-Germain, il voulait développer ses idées. Il nous a même sorti, on veut gagner avec style. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. On veut gagner avec style. Son style, je ne l'ai pas vu en 1 an et demi. Donc, Pochettino, ce serait peut-être celui que je virerais en premier. En premier, parce qu'effectivement, en fait, il n'a pas su imposer ses idées. Et je pense que quand on est entraîneur, c'est important d'avoir de la poigne. Thomas Tuchel restera, à mes yeux, jusqu'à ce que Paris fasse une nouvelle finale de Ligue des Champions, le meilleur entraîneur qu'a eu le Paris Saint-Germain. Et pour le coup, voilà, sur le marché, on n'a pas 36 000 solutions. Zinedine Zidane, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faudra l'entourer, il faudra rétablir de nouveaux équilibres dans le Paris Saint-Germain. Et peu importe le coach qu'on met en place, si on garde la même... Non, mais là, il parle de Conte, là, t'as vu? Oui, mais si on garde la même organisation, Conte, je pense que ça va être le Je pense que ça va être drôle. Non, mais ça va être le... Moi, j'ai hâte que ce soit Conte. J'espère que ce soit Conte. Allez, Ça va être marrant. les gars, merci, Donc, voilà. merci à tous. 1 heure de débat sur le Paris Saint-Germain pour ce nouveau format. C'était vraiment super intéressant. On va avancer sur le deuxième thème pendant une petite demi-heure en parlant du FC Barcelone. Ça a déjà commencé à chauffer dans les commentaires, je vous préviens. On a eu le premier commentaire de Forza Youth que je vous ai énoncé juste avant. Loris m'a envoyé un message en disant « Je suis désolé, je dois partir. Il est en vacances, donc bonnes vacances à lui. Ah non! Il est en vacances, non! il profite. Ah bah non! Il nous a lâché une petite bombe avant de partir que je vais vous citer. Le deuxième nom de Xavi, c'est football. Il ne faut pas s'emballer tout de suite, mais attendre de voir si on tient la route sur la durée. On a une très grosse génération de jeunes qui sont hyper impliqués avec une bonne mentalité. Sur les derniers matchs, j'ai eu l'impression de revoir le grand Barça, mais de nouveau, il ne faut pas s'emballer et croiser Ils viennent tous de la matière. les doigts pour que cela dure. Justement, Forza Youth qui nous répond pourquoi vous avez fait une drôle de tête quand j'ai parlé du bon recrutement du Barça. Hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur le recrutement. Et
Et Kevin, alors Bah déjà, est-ce que je fais un attends, lancement mais officiel? 2 secondes. Allez, Bah, les gars, Parce que minutes déjà, on sait secondes. On sait même On pas, va y on sait même arriver. pas de Je quoi on rappelle parle. juste, pour répondre très rapidement et pour vous mettre dans la sauce avant que tu nous lances tout ça, que le Barça a recruté cet hiver 3 joueurs phares, Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré. Voilà pour mettre les choses dans leur contexte. Mehdi, on va parler de championnat espagnol et du Barça. Alors, Je te laisse lancer. on va parler de la Liga, déjà, première chose. Donc ça, c'est important de le savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'on va se demander si le retour en grâce du Barça est un retour en trompe-l'œil ou pas. Parce que c'est vraiment ça, en fait, le truc. La saison 2021-2022 avance à grands pas. On arrive tous à 9 ou 10 journées de la fin. Le Barça est à 12 points du Real avec un match en retard et a fait une très bonne prestation. Maintenant, je pense qu'il faut tempérer un petit peu tout ça. Et c'est pour ça qu'on se posait cette question avec Ludo et avec Kevin et avec toi, Chris. C'est le Barça, oui. Alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude, pendant des années, on a eu l'habitude de juger le niveau du football mondial. Ce qui se faisait de mieux sur Terre, c'était le Classico. On est d'accord? Je pense que très clairement, chaque année, pendant une petite dizaine d'années, je dirais entre 2012 et 2018, voilà, peut-être 2010-2018, on a eu, à chaque fois que tu regardais les Classicos, c'était les meilleurs matchs que tu pouvais voir dans la saison. Très honnêtement, il y a peu de matchs qui arrivaient au niveau d'intensité et de technicité de ces matchs-là. C'est plus du tout le cas. Donc, ce qu'on a vu hier, et ce que le Real a montré contre le Paris Saint-Germain pendant 150 minutes sur 180, c'est exactement ce que le Real a montré contre le Barça hier. D'accord? Enfin, moi, il y avait pour moi aucune surprise sur le niveau du Real. Et le Real, très honnêtement, excepté donc pendant ces 30 minutes d'absence totale et d'irrationalité du football qu'il y a eu à Bernabéu, en fait, le Real n'a strictement rien montré contre le Paris Saint-Germain. Et je suis persuadé qu'ils ne vont pas aller plus loin en Ligue des Champions. Sauf grosse catastrophe contre Chelsea, parce que Chelsea traverse un moment assez particulier de son histoire. Mais j'ai l'impression plutôt que ça soude le groupe, plutôt que ça le disloque. Donc, je pense que Chelsea va vraiment montrer qu'ils sont très au-dessus du Real. Donc, ce qu'a fait le Barça hier, c'était pas mal, mais il ne faut pas non plus oublier le match aller au Camp Nou contre Naples, où Naples a dominé le Barça, vraiment. Moi, j'avais vu un très bon match et Naples avait dominé le Barça. Alors, c'est vrai que Naples s'est complètement effondré au match retour à Diego Armando Maradona, ce qui était un petit peu incompréhensible. Et ensuite, le Barça, derrière cette grosse prestation contre Naples, a trouvé une certaine régularité. Régularité qu'ils n'avaient pas avant le match contre Naples. Ils avaient des bons résultats, mais ce n'était pas régulier. Ils faisaient souvent des matchs nuls tout pétés contre Getafe ou tu vois, des clubs comme ça. Et depuis ce match contre Naples, ils ont trouvé une régularité. Mais, alors, crier au génie, etc. Bon, déjà, je tiens à rappeler, et surtout, c'est dommage que la Trick Folle ne soit plus là, mais c'est vrai que rappeler qu'en fait, dans cette équipe, il y a à peu près 2 nouveaux joueurs de la Masia et qui ne sont pas toujours titulaires. Gavi et l'autre, c'est comment il s'appelle, le petit du milieu de terrain aussi, là. Gavi et je ne sais plus comment il s'appelle. Il n'est pas de la Masia. Il y a Ricky Puig. Non, Pedri, il vient de... Puig, il joue quasiment plus. Voilà, c'est ça, il joue quasiment plus. Et en gros, tu as Gavi qui joue de temps en temps. Oui, alors Ansu Fati, mais il est blessé H24, donc voilà. Mais ce sont les 2 seuls joueurs, on va dire les 3 seuls joueurs vraiment sortis de la Masia. Pedri vient de Las Palmas, et puis on parle pas de Ferran Torres, qui vient de Valence, qui a fait un passage pas du tout cool à City. Et il faut pas oublier, comme tu le rappelais, que le directeur technique et l'entraîneur sont des Catalans, et même d'ailleurs le directeur sportif. Les 3 sont Catalans, et bizarrement, Ferran Torres se retrouve au Barça, avec des conditions de paiement qui sont incroyables pour le Barça. Donc, il y a des choses quand même, oui, c'est vrai, depuis quelques matchs, le Barça s'est retrouvé, de là à annoncer le retour d'un grand Barça, et surtout, il y a un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, et après vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que le Barça, avec ces 3 recrutements-là, le bodybuilder Adama Traoré, Ferran Torres et Aubameyang,
en fait, a explosé sa masse salariale. Et il y a toujours cette DNCG en Espagne qui t'interdit de dépenser plus de 70% de ton budget dans les salaires, ce qui fait qu'en fin d'année, ils ont dépassé de, je ne sais plus comment, j'ai cru lire 144 millions d'euros la masse salariale, ce qui fait qu'il va falloir qu'ils trouvent qui dégage un nombre de joueurs incroyable. Alors c'est vrai, il y a des bons petits joueurs. Il y a Araujo qui, franchement, je pense en ce moment surperforme par rapport à son vrai niveau. Piqué, les performances globales de l'équipe anesthésie un petit peu sa faiblesse. Comment il s'appelle ? En revanche, il y en a un qui a vraiment retrouvé un bon niveau, c'est De Jong. Honnêtement, c'est vrai. Hier, par exemple, il a fait un très très bon match. Bon, après, il était mis en valeur par la faiblesse du milieu de terrain du Real hier soir. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelques joueurs qui font des différences. Et Dembélé. tout s'est débloqué. Ouais, et Dembélé, absolument. Dembélé. Sachant que Dembélé, donc sur les 2 dernières saisons, c'est 16 matchs et 12 matchs. Alors là, pour l'instant, il enchaîne les matchs. Et il est très bon. Il faut le dire, il est très très bon. Ça ne change pas qu'il part à la fin de saison. Donc il n'y a plus de Dembélé l'année prochaine. C'est terminé Dembélé. Ça, Alors il va que le signer mec fait à peu près. Non, vas-y, je le dis-moi. laisserai plus tard. En ce moment, Dembélé fait 1 ou 2 ou 3 passes décisives par match. Le jour où il est plus là, peut-être qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre qui fera des passes décisives, mais peut-être pas. C'est pas sûr, tu vois. Et le truc, en fait, c'est que en plus, Aubameyang, c'est un prêt, donc certainement il va repartir et ils vont se retrouver avec leur numéro 9 tout pété. C'est un transfert. Il a résilié avec Arsenal. Il a signé libre. Ah, ok, Ouais. d'accord. Mais il a un très très gros salaire. Et Ferran Torres, il va bien falloir les payer, ces 50 millions d'euros. Et Traoré, bon, là, il joue de moins en moins. Depuis que Dembélé est arrivé, Traoré, en fait, il joue plus. Donc voilà. Et c'est vraiment ces transferts-là qui ont transformé le Barça. Parce que la première partie de saison, c'était toujours Xavi. Il y avait toujours autant de jeunes, il y avait toujours ce que tu veux, mais ça prenait pas. Et le jeu du Barça est un jeu de transition maintenant. C'est plus du tout le jeu tiki-taka dont on parlait. Donc voilà, il y a tout ça qui fait en sorte que finalement, je trouve que c'est une reprise, une remise dans la lumière du Barça qui est en trompe-l'œil. C'est pas du tout quelque chose qui est évident et où tu te dis ouais, ça c'est un projet qui va durer. J'admire Xavi, mais ça veut pas dire que ça va durer très très longtemps. On va faire un premier pensez, tour de mais table. voilà. Déjà, première question pour répondre à Forza Juve. En un mot, est-ce que le mercato hivernal a été un bon mercato, oui ou non? Mehdi, oui. Oui. Ludo, oui. Kevin, Oui. Mais au-dessus de leurs moyens. Mais ça, un bon mercato. Kevin, je ne sais pas si tu as répondu. Est-ce que ça a été un bon mercato? Ouais, non, moi j'ai pas répondu. Quand même, pour l'esprit de contradiction, je dirais non. Je dirais non parce qu'effectivement, en fait, le Barça, j'ai trouvé qu'en tout cas politiquement, ils se sont pas mal dispersés. Il y avait la possibilité de prolonger Dembélé. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont banni du groupe pour finalement le réintégrer parce qu'ils n'ont pas su le vendre. Et c'est pour moi, à mon sens, le plus gros échec du Barça sur le mercato parce qu'ok, tu fais venir Ferran Torres, ok, tu fais venir Adama Traoré, tu fais venir Aubameyang, mais le joueur qui porte ton attaque aujourd'hui, c'est Dembélé. Et vous l'avez contrarié et je pense que c'est le plus mauvais move de l'hiver qu'ait pu faire le Barça parce que finalement, ils vont s'en mordre les doigts parce que Dembélé va partir gratuitement. Il y avait la possibilité de le faire signer, le prolonger parce que Haaland, dans tous les cas, Mino Raiola ne fait que faire chanter le Barça. En fait, on sait tous qu'il partira pas au Barça. Et il se joue un peu des propositions du Barça pour pouvoir faire monter les enchères ailleurs. On ne sait pas s'il enverra au Real ou s'il enverra à City, mais il n'enverra pas au Barça, c'est sûr. Donc voilà, Ousmane Dembélé ira certainement dans un championnat dans lequel il a déjà joué. Parce qu'il se dit, et là Ludo me regarde en pensant au Bayern, mais non. Il se dit visiblement qu'il aurait un accord avec le Paris Saint-Germain, mais pour l'instant, voilà. Là. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Oh là là. Pourquoi on fait cette tête, les gars? J'ai lâché une bombe. Est-ce que le docteur Chalabi est prêt? Est-ce qu'il est équipé, le docteur Chalabi? Parce que là, il va découvrir un nouveau niveau de la blessure. Ludo, on t'a pas entendu pour le moment sur le Barça, en tout cas pas énormément. Du coup, nous t'écoutons. Ouais, alors déjà, je voulais dire que cette soirée est formidable parce que s'il fallait bien parler de deux clubs que j'aime pas dans le football, et ben on les a les deux ce soir. Non, j'ai de moins en moins rien contre le Paris Saint-Germain, mais ça, voilà. Mais alors le Barça, ouais. Alors oui, c'est un bon mercato. Je pense comme Mehdi, je vais moins parler sportif, je vais parler plus
économique. Vous savez que j'adore l'économie dans le football. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a oublié trop vite la dette catalane et que cette dette, un jour, il va falloir l'éponger. Alors, il y a plusieurs solutions. Là, on a vu qu'il y a un fonds d'investissement, la CVC, qui ont un partenariat avec la Liga, et que là, la Liga a signé et qu'ils vont toucher 2,7 milliards, il me semble, de ce fonds d'investissement. Et en échange, ils versent 10% des revenus annuels, chaque club, donc, parce que la somme des 2,7 milliards, elle va être 90% de cette somme va être partagée avec les clubs qui ont signé l'accord. Le Barça, le Real, il y a Bilbao et un autre club, je crois, qui ne l'ont pas encore signé. Et du coup, en échange, tu verses 10% de tes revenus sur 50 ans. Donc dès là, tu prends ton âme, tu la donnes au diable comme ça, tu dis tiens, débrouille-toi pour un club de socios, je trouve ça fantastique. Alors, apparemment, le Barça ne veut pas, enfin, c'est Laporta qui ne veut pas encore signer, mais apparemment, il n'aurait pas le choix de signer ça. Alors, c'est par rapport à son image, le Real peut se permettre de ne pas le faire. Mais apparemment, le Barça vont signer pour toucher un pourcentage des 2,7 milliards, ce qui leur permettrait gentiment d'effacer la dette et surtout de prétendre, je dis bien prétendre, à l'acquisition de Erling Haaland. Le problème, c'est que si c'est soit ils signent ça, et du coup, c'est plus un club de socios, et du coup, les décisions barcelonaises, tout ça, ça va devenir compliqué. Et soit ils ne le signent pas, soit, franchement, cette dette-là de 1,2-3 milliards, on en est là. Enfin, ouais, un peu plus. Voilà. Hein. 8, un peu plus. 1,7, bref. À un moment, il va y avoir des retombées et il faut pas se leurrer. Là, aujourd'hui, c'est ce que disait Mehdi, il y a des beaux résultats, c'est bien, ça tourne un peu, mais cette équipe-là, elle va pas suffire à gagner des champions. Et quand tu vas pas réussir à gagner la Liga ou à pas gagner la Ligue des Champions et que tu n'auras toujours pas les fonds pour payer les salaires, ces joueurs-là que tu es en train de faire d'exploser, comme les Pedri et tout, ils vont devoir se barrer ailleurs. Et puis le problème, ce sera le même et tu continueras à être endetté et le Barça ne gagnera pas. Je vois ça comme ça. Donc il n'y a aucune solution aujourd'hui pour le Barça, c'est ça ce que vous êtes en train de si, dire ? la solution, c'est le fonds d'investissement. Non, la solution, c'est pour enfin sortir des gamins de la matière. Ouais, mais c'est même pas ça. T'as pas besoin. Putain, t'as le championnat d'Espagne à disposition quand tu t'appelles le Barça. C'est simple. Regarde, Pedri, ils sont allés le chercher. Certainement que Pedri, il va nous casser les bonbons pendant 10, 15 ans. Oui. On est d'accord que Pedri, c'est un joueur... moi, je suis malheureusement désolé d'avoir à le dire, parce que vous connaissez mon amour pour le football espagnol. Malheureusement, Pedri est un joueur extraordinaire. Oui, mais tu penses qu'il va rester ? Malheureusement, il joue au Barça. C'est pas le problème, c'est qu'il faut redimensionner ton recrutement. Pourquoi est-ce que tu vas prendre Ferran Torres à 50 millions ? Pourquoi est-ce que tu vas prendre Aubameyang avec un salaire à deux chiffres en millions ? Non mais ça va pas ou quoi ? Faut arrêter de faire des trucs comme ça. T'es le Barça, t'as plus d'argent, écoute, va recruter Raúl de Tomás. Tu vois, c'est un super numéro 9. Ce sera autre chose que Aubameyang, mais je te garantis que tu mets Ouais, ou même fils de paille. Tu prends RDT, tu le mets en attaque au Barça, je te garantis qu'il marque 25 buts en une saison. C'est sûr et certain. C'est un vrai joueur de foot. Alors, c'est pas clinquant, hein, Raúl de Tomás, hein, mais c'est un vrai joueur de foot. Tu as vu ce qu'on fait le Barça avec, sur d'été jusque-là, tu as vu ce qu'on fait le Barça. Tu crois vraiment que le Barça, aujourd'hui, ils vont baisser leur leur statut social et recruter des minots, et quitte à ne pas briller pour remonter les fonds? Moi, je sais pas, mais c'est ce que je ferais. Hein. Honnêtement, je veux dire, là, de toute façon, ils sont dans une situation où il faut assainir le club. Et là, en fait, ils repartent dans une espèce de fuite en avant. Tu avais l'impression que Laporta et Xavi allaient justement redémarrer un vrai projet. Surtout qu'ils avaient l'opportunité. Parce que Xavi, il a eu un crédit incroyable. Laporta, il a un crédit incroyable. Laporta, il a annoncé des choses compliquées. Déjà, il a fait partir Messi. Enfin, en tous les cas, il a refusé de le re-signer à 50 millions. À 50%. Tu veux pas faire signer Messi à 50% parce que, soi-disant, ça te coûte trop d'argent. Au mercato d'hiver, tu dépenses plus d'argent que le salaire de Messi. Alors,
ils ont très bien fait de faire partir Messi, on le voit tous les jours. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne change pas que redépense pas l'argent que tu as économisé sur Messi sur 3 joueurs qui sont tout pétés. Parce que franchement, Traoré, c'est un vrai bon joueur, ça, Traoré, honnêtement. Est-ce que c'est un vrai bon joueur? Non, mais je veux dire, c'est pas un mauvais joueur. Tu vois, autant Ferran Torres, non, c'est pas un mauvais joueur, mais tu connais son salaire à Traoré? Ah bah oui, ben, son salaire, je peux te dire que à Milan, je pense qu'il n'y a pas un seul joueur qui est payé autant que Traoré. Traoré. Non, c'est pas possible. Moi je suis d'accord. Arrêter, tu vois. Tu peux pas payer des joueurs ce prix-là en fait. Et c'est ces joueurs-là qui font faire faillite au club. Hein. C'est pas Cristiano Ronaldo ou Léo Messi qui font faire faillite au club. Hein. C'est Traoré, c'est Aubameyang, c'est eux qui font faire faillite au club. Parce que ces gars-là, ils te rapportent que dalle. Hein. Mais en revanche, ils gagnent 11 millions d'euros. Tu sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Donc voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Et ils ne te rapportent pas 11 millions d'euros par an, sûr et certain. Ouais. Certifié sur facture. Bon, bref. Je suis en train, par curiosité, de regarder le transfert de. De Traoré. Traoré. Ah, le salaire de Traoré. Traoré, okay. C'est pas 11 millions, mais ça doit être 6, un truc dans le genre. C'est énorme, 6. C'est un truc de fou. C'est vrai que quand on parle Manchester City et Paris Saint-Germain, 6, tu as l'impression que c'est un mendiant qui gagne 6 millions d'euros. Mais 6 millions d'euros dans quasi tous les clubs en Europe, 6 millions d'euros, c'est limite le plus haut salaire en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois. En Italie, il y a 1 ou 2 joueurs qui dépassent 6 millions d'euros. C'est tout. Dans tout le championnat d'Italie. Et ça doit être 9, le maximum. À Paris, tu es un gars qui joue un match sur 35, tu gagnes 17 millions. Mais ça va pas ou quoi? Mais vous êtes des malades. Donc, non mais c'est vrai, tu peux pas rivaliser en fait. Et en Angleterre, c'est la même chose. En Angleterre, 6 millions d'euros, c'est un gars de Middlesbrough quoi. Tu vois, c'est ça, mais c'est n'importe quoi. Par contre, je trouve que pour le Barça, en fait, le tournant, il a lieu dans la phase de groupe de Ligue des Champions. En fait, à partir du moment où le Barça se fait éliminer dans la phase de groupe et qu'il se retrouve en Europa League, la seule chose qu'ils ont en tête pour conserver, entre guillemets, leur standing, c'est de gagner l'Europa League. Et en fait, dans leur vision à court terme, en fait, même si Laporta avait justement ce projet d'assainir les finances, etc., il se dit, on est quand même le FC Barcelone. Tout le monde nous pisse à la figure. Donc, en fait, la seule solution de se faire respecter, c'est de recruter, dépenser un peu, histoire d'eux, parce que c'est comme un mec, bon, pardonnez-moi, ça va sonner un peu sexiste, hein, je m'excuse auprès des dames, un gars qui est un player. Et il perd son taf. Il a toujours son Amex. Il va toujours vouloir flamber un peu, histoire de dire j'ai quand même ma carte gold, mais à la fin du mois, il aura son rejet de prélèvement, tu vois. Donc, pour le Barça, c'est beau ce que tu dis. Mais ça vous parle. Mais en fait, du coup, pour le Barça, en fait, j'ai pas d'Amex. Ah, t'as pas d'Amex, si tu veux, je te parraine. J'ai pas de pareil. Et en fait, ils se disent que on va apporter du bonheur aux gens et ça passera au second plan les résultats. Parce que le Barça, la crise financière qu'il traverse, on en a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que ça ne gagnait pas. Quand ça gagne, l'économie passe en arrière-plan. Parce que c'est un club très politique. Ah oui, c'est ça. Il faut pas oublier, excuse-moi Chris, je suis désolé, déjà j'avais pas remarqué ta coupe de cheveux à la paillette et je suis très très content de l'avoir remarqué. Et donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Le Barça, c'est pareil que le Paris Saint-Germain. C'est pas un club qui peut être jugé uniquement à l'aune des résultats sportifs. C'est aussi un organe... Oui, le Real, pareil, c'est vrai. Mais dans une moindre mesure, pourquoi? Parce qu'eux, ils ont gagné déjà, tu vois. Alors que le Barça, ils n'ont pas encore gagné. Enfin, je veux dire, je parle politiquement, hein, les Catalans n'ont pas encore gagné. Donc, eux, c'est beaucoup plus important. C'est un vrai organe politique de la cause catalane. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, effectivement, toi, tu te dis, bah, attends, c'est simple, le projet sportif, tu comprends, tu as des dettes, t'arrêtes, et puis voilà. Non, parce que ce qui fait briller la Catalogne à travers le monde, c'est le Barça. Et donc, les décisions qu'ils prennent, elles ne sont pas uniquement logiques, en fait. Elles sont aussi teintées de politique. Donc, c'est ça aussi le truc. Tu as tout à fait raison pour lever ça. Je vous passe juste une info comme ça. Je me suis renseigné donc, sur les salaires d'Aubameyang et de Ferran Torres. Laissez-moi vous dire que c'est beaucoup moins que ce que vous pensez. Pour Ferran Torres, qui est le gros transfert
du mercato hivernal. Ferran Torres ne touche que, entre guillemets, 5 millions à l'année. Et non Voilà. pas plusieurs. Il y a combien de joueurs à l'OM qui touchent Plusieurs. 5 millions d'euros? Il y avait Kevin Strootman, Plusieurs. Ouais, voilà, quand même. c'est tout. C'est tout. Quand même. Sacré contrat. Ouais, quand même. Pierre-Emerick Ouais. Aubameyang, pour lui, touche un salaire minimum de 2 millions d'euros annuels, Mais attends, parce qu'il y a aussi le droit à l'image. avec ça, je pense. qui sera probablement plus élevé en juin. On connaît la faculté des clubs à lisser les contrats, bien entendu. Mm. Messieurs, allez, on va avancer et on va clôturer dans pas longtemps. Du coup, selon vous, vas-y Kevin. Est-ce qu'on va pas découvrir dans 3 ans qu'ils ont versé des primes occultes, Certainement. comme l'a fait à l'époque Bah oui. Sandro Rossell pour la Certainement. signature de Neymar? Parce que au final, les Catalans, Bien on sûr, bien connaît sûr. un peu cette propension à dissimuler Tout un à peu fait. les sous. Et il y a certainement un deal qui devrait tomber dans pas longtemps. C'est le deal avec Spotify. Ouais, ça y est, c'est C'est signé signé. 235 millions. Enfin, en gros, ça leur rapporte 35 millions par an. Ok. Et c'est signé, c'est à partir de la semaine prochaine, de l'année prochaine. Donc ça s'appelle maintenant, et il va falloir s'y faire, le Camp Nou Spotify. Je suis très mal Bienvenue placé pour au Camp Nou Pour Spotify. 35 millions. Pour 35 millions par an. Juste le C'est naming ou le sponsor maillot aussi. Ouais. 30. Alors, non, il parle que du naming du stade. Hein. Ok. Le Spotify, le Camp Nou Spotify. Combien je de crois. temps? Et sur 5 ans. Ok. 5 ou 6 ans, un Ok. truc comme ça. Pour répondre à ta question, Mehdi, aucun joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui est au-delà de 4 millions à l'année. C'est qui a 4 Voilà. millions? Kevin Strootman est C'est parti. ça, tu vois. Et que Payet a lissé son contrat. Allez, on avance, on clôture. Selon vous, du coup, qu'est-ce qu'il manque au Barça pour redevenir le Barça d'antan? Le Barça qu'on a aimé tous voir jouer, même si on les détestait, il y avait quand même ce petit truc de se dire, ok, c'est la meilleure équipe du monde. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour revenir à ce niveau-là? Et dans la globalité, hein, pas seulement sur le terrain, vraiment sur tout. Mehdi. De l'argent? Bah, oui, c'est ça. Il leur manque déjà d'assainir réellement le club, parce que tant qu'il y aura une épée de Damoclès au-dessus du club, entre la dette, les salaires, la masse salariale qui n'est absolument pas contrôlée, parce que, encore une fois, le gros problème, c'est que là, le Barça a failli limite se faire disqualifier, refuser des transferts et tout, parce qu'il dépasse les 70%, les 70% de masse salariale, et c'est très très important de les respecter. Et moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine comment est-ce que ça va se passer, parce qu'ils vont devoir se libérer d'énormément de joueurs, pas seulement Donc de on aura Dembélé, et ça y est, vraiment c'est bon, le problème est réglé. l'image du renouveau du Barça cet été, en gros. Absolument, parce que là, il va falloir qu'ils repensent Ok. leur modèle. Alors oui, ils vont en garder certains, etc., Ok. mais il va falloir qu'ils repensent leur modèle. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment l'assainissement financier. Et ensuite, normalement, une fois que tu as ça et que tu as un vrai plan sportif, et je pense que Xavi amène ça, en revanche, j'en suis quasi sûr, parce que c'est vrai, hein, il a raison, Loris, hein, c'est un vrai amoureux et fan de foot. Donc lui, il a un vrai, il est pas, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas dogmatique a priori, Xavi. Vu comme son équipe joue, il n'est pas dogmatique, parce que s'il était dogmatique, il essaierait de reproduire le tiki-taka à la Johan Cruyff, et c'est pas du tout ça qu'il nous montre. Donc voilà, franchement, c'est très très Ok, bien. merci Mehdi. Pour une fois, tu m'as surpris. Tu vois, je sais pas si vous avez vu, mais tu m'as surpris tellement c'était court et concis. Donc merci. Au T'as top. vu un peu? Ludo, C'est le Barça. ta vision des choses. Non, moi, je suis d'accord. Si le Barça veut régler tous ses problèmes, il faut absolument que ça devienne à nouveau un club sain, autant financièrement que politiquement que sportivement. Il faut qu'il y ait un vrai travail de fond pour prétendre avoir à nouveau des résultats constants. Constant à l'échelle nationale et européenne. Ah oui, absolument. Et Bien pas, entendu. À savoir, je rappelle juste que le Barça est toujours en lice en Europa League, hein. Donc, Mhm. et côté Olympique Lyonnais aussi, petit
Petit Ouais, mais tu penses que quand tu dis ça, Laporta, il est content? Écoute, une compétition européenne est une compétition européenne. En tout cas, Pablo Longoria est très content de jouer la Conference League. Après, le Barça est un club qui est né à la fin du 19e siècle, on est d'accord, et pendant jusqu'à 1992, donc à peu près une centaine d'années, ils se sont contentés des C3, hein. Donc c'est bien, ouais. En fait, c'est à l'image du club, hein, effectivement. c'est juste ça. Kevin pour Faut pas oublier. clôturer sur le Barça. Je dirais que, comment dire, s'ils voulaient rester aussi haut qu'ils l'ont été pendant ces 15 dernières années, ils devraient métamorphoser et changer leur structure. Parce que la structure en fait, du Barça, comme l'a dit Mehdi, c'est un club du 19e siècle, elle est encore archaïque. Aujourd'hui, dans le football business actuel, tu ne peux plus conserver une structure typée socios. Si tu veux faire grandir le Barça, si tu veux en faire une franchise mondiale et vraiment être à l'image des clubs de Première Ligue, tu dois ouvrir ton actionnariat, tu dois ouvrir ton capital et donc de ce fait-là, te globaliser. Donc le club en fait n'appartient plus aux socios, mais qu'il appartient à un consortium, à des investisseurs, à des gens qui viendront pour faire de l'oseille, mais qui sauront en même temps s'entourer, qui sauront également d'une certaine façon trouver des partenaires, etc. Je sais que Ludo, tu vas me regarder en disant mais le business, l'argent, l'argent, l'argent. Mais, Non, il en faut. mais tu vois, aujourd'hui, ce serait le plus logique. Ce serait le plus logique, pourquoi? Pour éviter de creuser encore une fois la dette, parce que quelque part, si un consortium débarque au Barça, ils vont faire en sorte d'éponger la dette assez rapidement, puis générer de l'argent pour ensuite, comme on dit, hein, l'argent n'est jamais gratuit, pour ensuite peut-être le revendre au plus offrant, etc. Peut-être le revendre ensuite à un groupe qui sera plus large, comme on peut le voir maintenant avec Chelsea, parce que Roman Abramovich a acheté le club pour quelques millions d'euros, et il est prêt à le revendre pour quasiment 3 milliards. Donc en fait, on va avoir une sorte de bulle qui va certainement exploser du côté de Barcelone. Mais je pense que oui, si on veut que Barcelone reste encore the place to be, il faudra, dans tous les cas, en fait, ouvrir le capital. À l'heure actuelle, le Barça joue beaucoup sur sa carte de visite, l'étiquette FC Barcelone, pour recruter des joueurs, mais je pense que c'est pas assez. Avoir des Memphis Depay, des Luc de Jong, Aubameyang, excusez-moi, ça fait pas rêver. Mais ce genre de joueurs, en fait, viennent au rabais quelque part. Ils viennent avec des salaires qui, enfin, quelque part, en fait, ils diminuent leur salaire pour signer au Barça, pour avoir le numéro 9, le numéro 10 du Barça. Et en fait, ils pourraient prétendre à des meilleurs salaires, même en Italie ou en Allemagne. Je pense que même si Depay, s'il partait au Napoli, il gagnerait certainement plus que ce qu'il gagnait au Barça. Ok, très bien. Deux avis complètement distincts. Mais en tout cas, merci à vous. Petit big up à Forza Youth qui dit j'ai l'impression d'être tout seul sur le chat. Non, tu n'es pas tout seul, ne t'inquiète pas. Et qui nous fait un petit commentaire, super émission. En tout cas, me faire parler du PSG et du Barça pendant plus d'une heure alors que je supporte l'OM et le Real, c'est magique. Messieurs, c'est grâce à vous. Mehdi, Ludo, Kevin, merci beaucoup. Nouveau concept qui, pour être tout à fait honnête, on ne savait pas si ça allait tenir 1h30. Comme quoi, je le savais. J'ai écrit avant l'émission, Mehdi parle beaucoup trop. Ça va tenir pendant 1h30, c'était sûr. En tout cas, 1h30 pile. Et encore, hein, on se censure un petit peu. On aurait pu parler encore pendant des heures et des heures et des heures de Paris, du Barça, du Real, de l'OM, de la Juve, peu importe, de toutes les équipes mondiales. Et de Liverpool. Et de Liverpool aussi, bien entendu. D'ailleurs, très bonne remarque. Non, mais oui, je te coupe parce que j'ai pas assez parlé ce soir, je suis un peu frustré. Et non, mais si nos auditeurs ont des idées de débat, un débat qu'ils voudraient qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le partager les réseaux sur on est partout. Ouais, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et nous, effectivement, si c'est un sujet sur lequel on est inspiré, bah, bien entendu, pourquoi pas le traiter avec grand plaisir. Hein. N'hésitez surtout pas. De nous rejoindre pour qu'on en parle ensemble aussi. On a souvent des invités. Là, c'était un peu compliqué avec le nouveau format, bien entendu, avec le nouveau logiciel qu'on utilise aujourd'hui. Mais on adore avoir des invités.
Et vous passerez aux questions, au petit quiz de Mehdi, bien entendu, avant l'émission. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que dans les commentaires, en rediffusion, en audio, en podcast, où vous voulez, ça vous a plu en tout cas. Merci Ludo pour ton commentaire. Bravo la team, bonne soirée à tous. Ça nous a fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Mehdi, Ludo, Kev, j'espère que vous avez passé vous aussi un très très bon moment en ma compagnie et en la compagnie du chat. Absolument. Et ouais, merci le chat. Et moi j'avais un chat et un Incroyable. chat en Et plus. c'est comme ça Les deux. qu'on va clôturer cet épisode. Yes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en live et juste après là dans quelques instants sur YouTube. Passez une très belle soirée, une très belle fin de semaine. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars, ciao ciao. Alors,